C'est vraiment un plaisir de présenter cette ici et de parler dans votre séminaire. Voilà, j'ai une pensée évidemment pour Osmondo Perazzi, qui est au Sri Lanka, et pour tous nos collègues sri-lankais, puisque vraiment le pays traverse une crise très difficile, économique, politique, humaine. Donc voilà, j'aimerais leur dédier cette conférence et j'ai vraiment une pensée attristée pour eux, en espérant que la situation s'améliorera le plus vite possible dans le pays. Donc, je vais vous présenter les fouilles qui ont eu lieu il y a une dizaine d'années sur l'épave la plus ancienne trouvée dans l'océan Indien, qui remonte au 1er ou au 2e siècle avant notre ère, donc qui se trouve sur le site de Godavaya, au sud du Sri Lanka. Cette épave est localisée donc sur la côte sud-sud-est, à 5 km au large de la ville de Godavaya, du village de Godavaya, qui se trouve très proche du port de Hambantota, qui est le très grand port du sud de l'île, juste à côté, ici, dans cette zone. C'est aussi la zone de la capitale ancienne du Sri Lanka, qui s'appelait Tisamaharama, qui était la capitale du sud du royaume de Ruuna dans l'Antiquité, pour toute la partie sud du pays. Tisamaharama était un des 3 sites les plus importants du pays. La capitale ancienne du centre était Anuradhapura, située ici. Un petit peu plus tard, à l'époque médiévale, cette capitale a été changée de place pour s'être située à Polonnaruwa. Et la capitale ancienne du pays se trouvait dans le nord, dans un site qui s'appelle Kantarodai. Mantai est aussi un autre site majeur de l'île, un site portuaire connecté aux échanges internationaux. Donc, nous sommes vraiment dans une zone importante de l'île ici, avec cette épave de Godavaya. Sur le plan géographique, elle se trouve dans ce qu'on appelle la zone intermédiaire. Sri Lanka est soumis au climat de la mousson, et donc les pluies d'été sont très importantes dans la zone sud-ouest, qui est la zone la plus humide. Puis, on a ensuite une zone intermédiaire et une zone sèche dans le nord qui reçoit moins de précipitations. Juste pour un rappel, les vents de mousson soufflent en été du sud-ouest, et donc ce sont eux qui apportent les pluies pendant l'été sur la zone humide. Et ce schéma s'inverse pendant l'hiver et les vents soufflent du nord-est sur la côte est du Sri Lanka, avec un petit peu moins de violence et moins de force. Ils apportent un petit peu moins de pluie. Le port de Godavaya a été fouillé avant la découverte de l'épave, dans les années 90 et 2000. C'est un site portuaire et un site monastique. Ici, je vous montre le stupa qui existe encore, qui a été restauré. Et les fouilles ont été effectuées par l'Université de Bonn, sous la direction de M. Roth et avec Oliver Kessler. Notamment, on a trouvé une inscription importante datée du deuxième siècle de notre ère, sous le règne du roi Gajabahu. C'est une inscription en prakrit, donc l'ancien singalais, et d'écriture brahmi, datée du deuxième siècle de notre ère, et qui se trouvait dans le vihara bouddhiste, donc dans la partie monastique, au sommet de la colline dominant la mer. Cette inscription fait référence à la donation au monastère par le roi des taxes marchandes. C'est-à-dire que sans doute, les droits de douane qui étaient pris sur les marchandises du commerce maritime arrivant au port étaient octroyés au monastère. Cela signifie que ce monastère était très probablement impliqué dans le commerce maritime et dans les échanges. Il est intéressant de noter à ce sujet que depuis la localisation de l'épave, ici à 5 km en mer, on peut apercevoir le stupa. On le voit très très bien, même à une grande distance, surtout par temps clair. Et dans l'Antiquité, ce type de structure pouvait constituer un amer pour les marins, c'est-à-dire une référence au même titre qu'un phare ou un autre repère sur la côte qui leur permettait de s'orienter.
En ce qui concerne la découverte de l'épave, je vous présente ici les deux découvreurs, qui s'appellent Sunil et Preminda, qui sont des pêcheurs de homards. En 1998, au moment où Oliver Kessler effectuait les fouilles au port de Godavari, les pêcheurs ont signalé la présence d'un gisement, lui ont signalé la présence d'un gisement. À l'époque, le directeur général de l'archéologie de Sri Lanka, le docteur Shiran Deranyagala, a pris toutes les mesures pour protéger la fouille de piraterie et de fouilles abusives. C'est seulement en 2003 que la position exacte de l'épave a été donnée à Oliver Kessler par les deux plongeurs découvreurs. Et ils ont remonté un premier objet que je vous montrerai tout à l'heure, qui est une meule avec des symboles brahmaniques. Et cela a suscité évidemment un intérêt particulier de la part du département d'archéologie. C'est à cette époque qu'Oliver Kessler a mis au courant M. Boperacci de la présence de cette épave, de ce gisement extraordinaire. Il a fallu attendre 2008 pour des premières prospections de surface officielles par le département d'archéologie de Sri Lanka, ainsi que le Central Cultural Fund, qui a une unité maritime spécifique, ceci avec l'aide de la Marine nationale. À cette époque-là, des tessons de black and red ware, donc de céramique rouge et noire, et de lingots de verre ont été mis au jour. Des discussions ont été engagées pour lancer un premier projet de fouille. Nous avions pensé éventuellement une collaboration avec le DRASM, mais par manque de fonds, cela n'a pu aboutir. Et Sanjot Mehendale, qui est chair à l'université du département bouddhique de l'université de Berkeley, qui travaillait à l'époque avec M. Boperacci pour la mission française archéologique à Sri Lanka, a entrepris des discussions avec Texas A&M University et l'Institute of Nautical Archaeology, en particulier avec sa directrice Deborah Carlson. Ceci a abouti à la création d'un projet de collaboration et un dossier de demande de fonds au National Endowment for the Humanities aux États-Unis. Ils ont obtenu un research grant assez important qui a permis de lancer la fouille. Donc en 2010, ont eu lieu les premières prospections officielles pour évaluer l'ampleur du chantier et les mesures qu'il faudrait prendre pour une fouille plus extensive. En 2011-2012, ont eu lieu des prospections plus importantes et une évaluation beaucoup plus précise du chantier. Mais c'est seulement en 2012-2013 qu'a eu lieu la première fouille et la mise en place d'une fouille extensive sur le site qui a été poursuivie, mais pour une courte période, l'hiver suivant, 2013-2014. Les participants donc, à la fouille étaient l'Institute of Nautical Archaeology, avec Deborah Carlson que vous voyez ici, Ken Tretway, Sheila Matthews, qui était ici. Le département d'archéologie de Sri Lanka, ici représenté par Nimal Pereira, et l'unité maritime qui avait été créée pour la fouille, dirigée par Palita, ici. Ensuite, le CNRS, évidemment, était représenté par M. Boperacci. Donc, des étudiants sont venus de Texas A&M University, des collaborateurs techniques sont venus de Turquie, donc c'était vraiment une collaboration large et très intéressante et très riche pour cette fouille qui est vraiment unique dans la région. Sur le plan technique des conditions de la fouille, on a eu la chance que l'entreprise Master Divers de Sri Lanka, qui est basée à Colombo, met à notre disposition le Puffin 11. Et les débuts de la fouille ont été un petit peu difficiles dans des conditions météorologiques compliquées, des problèmes techniques d'ancrage ou autres, ou d'inondation. Mais après quelques semaines de mise en place, on a pu commencer la fouille. Et
mettre en place plus spécifiquement ce dont nous avions besoin. Donc, voici ici le Puffin 11, le caisson de décompression qui a été installé sur le quai au port de Hambantota, la mise en place du trapèze pour les paliers de décompression et on a pu commencer la fouille, donc avec la mise en place de points de repère pour la photogrammétrie et on a établi un carroyage d'1 mètre sur 1 mètre. La zone est assez grande, donc il a fallu choisir des zones plus spécifiques pour la fouille. Les secteurs sud et est d'une grande concrétion centrale ont été choisis pour leur richesse en matériaux céramiques et d'autres éléments que je vais vous présenter dans un instant. Donc, les fouilles ont été effectuées à l'air, avec au début des paliers de décompression à l'air également. Et dans un deuxième temps, les paliers ont été effectués à l'oxygène pur pour pouvoir effectuer 2 fouilles par jour au lieu d'une. Ce qui fait gagner un temps précieux puisque l'épave est située à 35 mètres de fond, ce qui permet sinon un temps de maximum 20 minutes de travail au fond si on fait des paliers simplement à l'air. Donc, c'est vraiment réduit pour le temps de travail. On travaillait donc en binôme. Sans suceuse à l'air ni à eau, simplement par hand fanning, étant donné que pour cette première campagne, on n'est pas descendu très profond et on a travaillé simplement en surface en récoltant le matériel diagnostique et des éléments importants et en faisant la cartographie du site. Des fragments de bois ont pu être prélevés la première année sur la concrétion qui se trouve donc au milieu de l'épave. Voilà, sur le... Pardon. Là. Ici, donc, vous voyez une grande concrétion de matériaux métalliques et de bois. Et c'est ici qu'un fragment de bois a pu être prélevé pour datation. Les résultats montrent une datation calibrée du 2e ou du 1er siècle avant notre ère, qui se trouve coïncider assez bien avec les autres découvertes. Il s'agit d'entre elles de matériaux métalliques. Donc, toujours sur le même amas de concrétion du centre, ont été prélevés quelques échantillons de métal qui ont été analysés par Maryse Blais-Lemarquand au centre de l'IRAMAT à Orléans. Il s'agissait donc de cuivre pour l'un d'entre eux et de minerai de fer pour l'autre. C'est intéressant sur le plan des échanges, étant donné que la ville qui était connectée au port de Godavaya, qui se trouve ici, qui s'appelle Rediagama, a notamment été fouillée pour ces fourneaux d'extraction du fer, de minerai de fer. Donc, vous voyez ici les fourneaux dans lesquels le minerai de fer pouvait être réduit. Et Sri Lanka était un producteur important de fer dans l'Antiquité, avec notamment une technique unique qui a été montrée par Gil Julieff dans les années 90 et 2000, dans le centre du pays, sur les collines qui sont au centre-sud du pays, étaient situés des fourneaux qui utilisaient les vents de mousson de l'été, donc entre juillet et août, pour aider à la réduction du fer. Donc ici, elle a procédé à une reconstitution en archéologie expérimentale après les fouilles de ces fourneaux. Et elle a observé que des tuyères situées sur une partie rectiligne du four, qui était semi-sphérique, permettaient au vent d'attiser le feu sans soufflet. Ici, alterner des couches de minerai de fer et de charbon,
on mettait le feu et qui permettait la création d'un acier de très bonne qualité dans des conditions naturelles en utilisant les vents de mousson. Vous voyez ici une tuyère et la reconstitution ici en plan et en coupe de il est donc intéressant que l'on trouve ce fer sur l'épave de Godavaya qui se trouve à une très grande proximité de ces deux sites, ce site de Samanalaveva et le site de Rediagama, qui étaient deux sites de production de fer dans l'Antiquité et jusqu'au début de l'époque médiévale, en tout cas pour Samanalaveva. Un texte du 1er siècle de la mer Érythrée mentionne l'importation de fer sur la côte africaine pour les sites notamment d'Adulis et de Malao. Et on sait par ailleurs que le fer indien était exporté vers l'ouest. Au sein de ce fer indien se trouvait très probablement également le fer sri-lankais. On remarque notamment que pour la ville d'Adulis est mentionné un fer utilisé pour les armes, pour les animaux ou pour la guerre, et un fer qui est spécifiquement indien. Donc on pourrait se demander si, par contraste, le fer pour lequel aucune spécification n'est donnée n'était pas du fer sri-lankais. On sait par ailleurs que le fer sri-lankais à l'époque médiévale était apprécié pour la constitution de glaives. Sur le site de Malao est également mentionné l'import de fer sans précision. Donc ce fer pourrait être du fer indien ou sri-lankais ou les deux. Par ailleurs, seconde découverte importante, ce sont les céramiques. La quantité de céramique en surface est très importante. Notamment, on observe de grandes jarres de stockage, des céramiques de cuisine, céramiques de vaisselle. Donc, vous voyez ici un petit peu la concentration sur le carrouillage qu'on a installé. Certaines d'entre elles sont très bien conservées. Donc, on a pu avoir un certain nombre de pièces diagnostiques intéressantes et de pièces qui pourront faire l'objet d'une mise en valeur intéressante dans les musées par la suite. L'une d'entre elles in situ. Et c'est intéressant car du point de vue de la datation, on trouve des pièces carénées comme celle-ci qui étaient typiques de ce qui a été fouillé sur, par exemple, des sites monastiques du 3e, 2e siècle avant notre ère. Cette pièce-là aussi, par comparaison avec le site de Tisamarama, pour lequel une typologie très précise a été établie par Heidrun Schenk, correspond à la phase A, c'est-à-dire 4e, 2e siècle avant notre ère. Pièce carénée dont je vous parlais, qui s'appelle Patra, qui est une assiette que l'on trouve dans les sites monastiques et qui a une durée très longue, mais qui correspond bien à cette date du 2e siècle que l'on a analysée au radiocarbone, au carbone 14. Et les autres pièces correspondent aussi à cette période et finissent en général leur période d'utilisation aux alentours du 2e ou du 1er siècle. C'est le cas aussi de ces pièces de la phase A de Tisamarama que je vous montrais à l'instant. On a donc une homogénéité du matériel conservé sur l'épave, ce qui est vraiment très intéressant. Un autre élément surprenant et intéressant de l'épave consiste en meules de pierre. Donc, vous voyez ici, in situ, la meule dormante et ici le pilon utilisé pour moudre des constituants culinaires ou bien médicinaux, par exemple, dans les monastères. Donc, là, c'est un exemple d'utilisation de ces meules. Et ici, vous voyez une des meules mises au jour durant la fouille. Ici, in situ, de la meule sur un des amas de concrétion.
Sur le site de Tissamarama, qui est donc la capitale ancienne du Sud, des meules similaires ont été trouvées sous la terrasse qui se trouve devant le stupa de Yatala, le Yatala Dagoba, et elles sont de forme similaire. Vous en avez plusieurs exemples ici. Certaines sont décorées, certaines comportent des inscriptions. L'une d'entre elles, donc, notamment, comporte cette inscription en Prakrit Brahmi du 3e ou du 2e siècle avant notre ère. Donc, on voit qu'on se trouve toujours dans la même fourchette de datation. On remarque toutefois qu'elle comporte des traces d'usage que l'on ne voit. Vous voyez qu'elle est usée ici. Celle-ci, tout au fond, là, est extrêmement usée. Donc, elles ont dû être utilisées pendant de longues périodes. On ne remarque pas ces traces d'usage sur les différentes meules qui ont été mises au jour sur l'épave de Godavaya. Celle-ci, donc, elle a beaucoup de concrétion, donc on voit un petit peu moins bien, mais on ne remarque pas, tu voyez qu'elle est bien lisse, on ne remarque pas d'usage comme sur celle que je viens de vous montrer. En revanche, on voit un décor un petit peu similaire à ce que nous avons ici. Et sur la première meule qui a été mise au jour, donc celle qui a permis d'éveiller l'attention sur l'épave, on remarque quelque chose d'encore plus intéressant, des symboles brahmaniques ou des symboles de bon augure qui appartiennent à la fois au contexte brahmanique ou au contexte bouddhique. Donc nous avons au milieu un srivatsa, donc qui est en sanskrit le nœud sans fin, la marque sur le torse de Vishnu où son épouse Lakshmi réside. On va voir qu'on le trouve dans différents contextes. De part et d'autre se trouvent des Nandipadas, qui sont les empreintes de pas de Nandi, le taureau, qui est le véhicule de Shiva. Et sur les deux côtés, en plus petit, deux poissons, ici et ici, que l'on trouve aussi dans différents contextes. Notamment, au 1er siècle avant notre ère, en Inde, on retrouve le Srivatsa, donc le nœud sans fin, de manière moins stylisée et plus complexe, le Nandipada ou Triratna, on en trouve ici, et les deux poissons. Un petit peu plus tard, au Sri Lanka, sur la colonne du frontispice du stupa du Jetavanarama, donc qui date du 3e siècle de notre ère, donc qui est quand même beaucoup plus tardif, mais qui est dans la continuation de cette iconographie bouddhique, on retrouve le Srivatsa et le Nandipada. Pour le poisson, quant à lui, il est le symbole des monnaies Pandya d'Inde du Sud, donc des monnaies qui sont frappées en Inde du Sud à partir du 3e siècle avant notre ère, donc dans l'époque qu'on appelle l'époque Sangam, 3e avant, 3e après. On trouve un poisson très stylisé qui est typique de ces monnaies. On doit noter que l'une d'entre elles a été trouvée dans les fouilles d'Anuradhapura, donc la capitale ancienne de Sri Lanka, sur le site de la citadelle, et elle appartenait aux couches de la période G, qui est encore du 2e siècle avant notre ère. Donc les liens étaient très étroits entre l'Inde et Sri Lanka, et sans doute ce bateau naviguait-il depuis l'Inde le long des côtes de Sri Lanka jusqu'au site de Tissa ou de Ridiyagama. Nous allons voir un petit peu avec ces lingots de verre qui ont été trouvés aussi en plusieurs exemplaires sur l'épave. Donc, vous voyez ici in situ des lingots semi-sphériques de verre de couleur bleue. Les voici après les avoir mis au jour et nettoyés. Un autre lingot de couleur noire, mais en réalité vert très, très, très foncé, et un autre ici ont été mis au jour à diverses étapes des fouilles. Ils ont été analysés avec la méthode de LA-ICP-MS par le même laboratoire que celui qui a analysé le métal, à l'IRAMAT à Orléans, par Bernard Gratus et James Langton, qui sont, entre autres, spécialistes de l'analyse du verre dans toute l'Asie et qui ont une base de données très, très importante pour l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est.
le verre de Godavaya appartenait à ce qu'on appelle un verre sodique minéral avec un grand taux d'alumine. C'est-à-dire que différents groupes de verres ont été distingués. Vous avez du verre au natron qui vient de la Méditerranée, et ce verre avec beaucoup d'alumine, ce verre sodique, est vraiment typique de l'Inde du Sud et de l'Asie du Sud en général. Il a été répertorié sur beaucoup de sites d'Inde du Sud et sur beaucoup de sites de Sri Lanka également. Il se différencie notamment aussi des verres aux cendres de plantes que l'on trouve au Moyen-Orient. Et il correspond à ces perles de verre étirées, monochromes, de différentes couleurs, qui étaient fabriquées en production secondaire à partir probablement de lingots comme ceux que nous avons sur l'épave de Godavaya. Il est intéressant de noter que la constitution typique du verre de Godavaya est un tout petit peu différente des autres verres MnA1, donc verres sodiques minéraux avec beaucoup d'alumine, par une grande concentration en un élément qui s'appelle le vanadium. Une comparaison a été élaborée par analyse en composants principaux avec beaucoup d'autres sites de Sri Lanka et d'Inde du Sud. Et étrangement, le verre de Godavaya n'est pas tellement semblable au verre, par exemple, de Mantai ou d'un autre site de production du verre qu'on a fouillé il n'y a pas longtemps, qui se trouve ici, qui s'appelle Giribawa, ou d'autres sites de Sri Lanka comme Pridiagama ou Kuchaveli. La comparaison la plus proche serait avec un site de production de perles d'Inde du Sud qui s'appelle Manikolai, qui se trouve au Tamil Nadu et qui n'est pas, dans la composition, n'est pas exactement similaire à celui de Godavaya, mais qui est le plus proche. Ce n'est pas un site de fabrication primaire du verre, mais un site de fabrication secondaire, donc où on fabriquait des perles de verre à partir de verres primaires provenant de différents horizons. Mais ce serait l'origine, la provenance la plus probable pour nos lingots de verre de Godavaya. Donc ces lingots étant le produit de la fabrication primaire du verre, faite dans des bols en céramique que l'on casse ensuite pour exporter le verre sur un autre site où il sera refondu, réchauffé à moindre température pour fabriquer des perles ou d'autres objets. Dans l'Antiquité, c'était des perles. Un petit peu plus tard, nous aurons aussi des bracelets. Les liens entre l'Inde et Sri Lanka sont particulièrement étroits, même à très haute époque, et particulièrement à l'époque du 1er siècle avant notre ère. On peut citer par exemple des échanges de personnes qui apparaissent dans les graffitis. Donc sur les sites indiens, notamment les sites d'Arikamedu et les sites d'Alagankulam, on a trouvé des inscriptions en langue prakrit, donc l'ancien singalais, et d'écriture brahmi, qui indiquent la présence de singalais dans les parties tamoules de l'Inde, donc avec des noms singalais à Arikamedu ou bien à Alagankulam sur des céramiques roulettées, Samudra. Et à l'inverse, à Sri Lanka, on trouve des noms tamouls, donc des noms qui sont originaires de l'Inde du Sud et qui témoignent de la présence ou de l'installation de Tamouls. Donc, c'est la terrasse du propriétaire tamoul qui s'est installé quelque part à Anuradhapura. Ici, nous trouvons un autre nom tamoul, ici un nom de marchand, Vishaka, qui s'est installé au Sri Lanka. Donc, nous avons des échanges particulièrement intenses et étroits dès cette époque entre l'Inde du Sud et Sri Lanka.
un autre témoignage de ces échanges et le parallèle vraiment intéressant entre les graffitis que l'on trouve sur la céramique rouge et noire en Inde du Sud et à Sri Lanka, notamment entre le site de Ridiagama, donc, qui est notre site de production du fer, qui est lié à Godavaya par le fleuve, et la cité liée au site portuaire. Et le site de Kodumanal au centre de l'Inde du Sud. Des fouilles effectuées dans les deux sites par K. Rajan et Osman Loperaci ont révélé des parallèles très intéressants et proches entre les graffitis et les différents symboles sur les bols en céramique rouge et noire, notamment ce symbole de l'échelle, des svastikas et un grand nombre d'autres symboles qui sont exactement les mêmes sur les deux sites. Ils ont pu être interprétés comme des symboles de clans qui seraient les mêmes dans les deux sites. Quels étaient donc les types de navires qui auraient pu circuler entre les deux côtes et voyager depuis l'Inde du Sud jusqu'à Sri Lanka ou vice-versa? Du côté sri-lankais, on pourrait penser à ce type de navire, qui est un navire assez grand, un navire de commerce que l'on connaît par l'ethnoarchéologie, puisque cette épave est la première que l'on trouve dans l'océan Indien pour cette époque. Nous n'avons évidemment pas de témoignages archéologiques pour les navires. Donc, on peut se reposer sur l'ethnoarchéologie pour émettre des suggestions. Et ce type de navire avec balancier ou outrigger, qui s'appelait Yatradoni, qui a maintenant disparu, qui est un navire cousu typique de la technologie nautique de cette partie du monde, contrairement aux navires à tenons et mortaises de la Méditerranée, pourrait être un bon exemple de navire marchand d'une certaine taille, puisqu'on peut envisager quand même un navire assez important pour transporter cette quantité de céramique, plus du fer, plus des lingots de verre. Donc, il nous faudrait sans doute un navire d'une certaine taille. Du côté indien, on pourrait penser à, pour ce qui est des grands navires, à ce type de navire à 3 mâts. Ici, nous avons une représentation issue des grottes d'Ajanta sur la côte ouest de l'Inde, où nous voyons un navire typique indien avec 3 mâts proches les uns des autres et droits, alors que sur les navires romains, par exemple, le mât d'avant est penché, qui était susceptible de naviguer à époque plus tardive entre l'Inde et l'Ouest, par exemple. On trouve un navire de structure similaire sur les parois de la grotte Rock à Socotra. Vous remarquez ici les 3 mâts proches les uns des autres. Le gouvernail ici, que vous voyez assez mal ici, mais qui est là, et qui pourrait être un témoignage donc, de navires indiens faisant les-retours entre Socotra et les côtes ouest de l'Inde. On pourrait imaginer donc que ce type de navire aurait également fait le lien entre Sri Lanka et l'Inde. Une autre mais probablement vraisemblable, ce serait un bateau de l'Ouest, mais ici c'est un petit peu plus tardif, c'est un bateau trouvé en Égypte, un graffito de bateau trouvé en Égypte sur le site de Béréniké dans les fouilles de Saïd Botam. Mais le IIe siècle est juste le tout début des relations directes entre l'Égypte ptolémaïque et l'Inde du Sud. En 116 avant notre ère, on a le premier témoignage de traversée directe et les bateaux n'allaient pas encore à Sri Lanka, a priori à cette époque, mais allaient en Inde chercher les produits issus de Sri Lanka et l'Inde étant leur intermédiaire. Mais pourquoi pas un bateau à 1 mât sur les côtes sri-lankaises. C'est donc très étroitement connecté à l'Inde, très étroitement connecté à tous les réseaux marchands. Notamment, il est intéressant de voir que les navires pouvaient faire la circumnavigation de l'île, donc
le passage par le pont d'Adam ici, entre l'Inde et Sri Lanka, est assez difficile. Vous avez une zone d'écueil et de haut fond qui ne permet pas aux navires importants de passer, ou en tout cas qui rend la navigation extrêmement difficile. Le site de Godavaya était donc sur une route marchande qui faisait le tour de l'île dans ce sens ou dans l'autre, à supposer que notre navire était parti d'Inde, par exemple, avec du verre indien, et redescendait le long des côtes de l'île et aurait fait naufrage ici, peut-être en s'arrêtant à un monastère ou en venant chercher du fer. L'île est notamment intéressante par l'importance de ces fleuves. Ici, le site de Godavaya est relié à Ridiyagama par un fleuve et chaque site portuaire important est relié à une cité à l'intérieur des terres par l'intermédiaire d'un fleuve. Ils coulent de l'intérieur des terres, des montagnes, ils partent des montagnes de l'intérieur du pays et constituent à leur embouchure de grands estuaires qui étaient une protection pour les navires qui pouvaient remonter les fleuves sur quelques kilomètres pour se mettre à l'abri, notamment à l'abri des vents de mousson, étant donné que les côtes étaient plus dangereuses et qu'il était plus difficile de trouver des mouillages protégés le long de la côte. Donc, les fleuves servaient de mouillage et de protection pour les navires. La situation était similaire en Inde où nous voyons le lien qui est répété entre un site portuaire, par exemple Kaviripatnam, et une ville, une capitale politique importante à l'intérieur des terres, comme Karur, un site de Muziris, Alagonkoulam relié à Magdurai, Korkai étant le site portuaire de villes situées plus à l'intérieur. Nous avons ici Mantai et Anuradhapura également pour le Sri Lanka. Pour le site de Muziris, donc à Patanam, sur le site ici, qui était un peu à l'intérieur des terres, et les bateaux pouvaient remonter le fleuve. C'est encore le cas aujourd'hui, donc nous avons ici un ferry qui fait juste la traversée du fleuve, mais ce type de canoë ou de double canoë pouvait sans doute être utilisé pour acheminer les marchandises depuis l'embouchure jusqu'au site qui était situé un petit peu plus à l'intérieur des terres. Les textes mentionnent notamment le fait que les grands navires restaient à l'embouchure et mouillaient près de l'embouchure, tandis que des navires plus petits prenaient les marchandises pour remonter les fleuves. Sur le site de Patanam, notamment, était retrouvé un canoë qui aurait pu être un témoignage de ce type de petite embarcation qui permettait de faire ces allers-retours entre les grands navires et les sites intérieurs. À Sri Lanka, par exemple, le port de Mantai était relié à Anuradhapura. Plus tard, à l'époque médiévale, le port de Gokana à Polonnaruwa. Kirinda et Tissamarama, Godavaya et Ridiyagama formaient des associations de ports et de cités de ce type. Pour ce qui est de la navigation autour de l'île, j'aimerais m'arrêter sur le site de Kuchaveli, qui se trouve un petit peu au nord de Trincomalee, et qui est un site monastique un peu plus tardif, mais avec des éléments qui manifestent aussi une présence plus ancienne. Ici, nous avons le stupa, qui est de la même manière qu'à Godavaya, sur une éminence et avec une vue qui domine la mer, donc au nord, une baie au nord, une baie au sud. Il pouvait être très probablement un repère pour les marins de la même manière qu'à Godavaya et constituait un point de référence sur la côte. Voilà sa localisation précise ici. Donc, nous avons effectué des fouilles en 2011 qui ont des fouilles anciennes avaient déjà été effectuées en 86. Les fouilles 2011 ont confirmé la présence du monastère. Donc, avait été trouvée une tête de Bouddha qui était un import d'Inde du Sud en calcaire d'Andhra Pradesh, probablement du 3e, 4e siècle, et typique du style d'Amaravati et Nagarjunakonda.
avaient été également trouvées d'autres statues de Bouddha en dolomite, en pierre locale, mais du même style et de la même époque. Nous avons fouillé une structure qui avait été interprétée comme un temple d'image, qui serait plus probablement un bodhigara, un temple de l'arbre dit, étant donné son orientation et un niveau de circulation ici pour la Kirkomambulatio autour de l'arbre. Voilà, ça correspondrait à ce type de structure, avec une structure rectangulaire au centre pour l'arbre. Se trouvait également dans le monastère un réservoir d'eau que nous avons partiellement exposé et que l'on continuera peut-être à fouiller si l'on peut reprendre les fouilles sur ce site. Du point de vue de la céramique, la plupart de la céramique datait plutôt des 6e, 7e, 8e siècles, ce qui correspond aux structures bouddhiques, mais certaines pièces diagnostiques, probablement qui étaient des intrusions dans les couches qui venaient d'une autre partie du site, étaient très anciennes. Donc, nous retrouvons cette assiette du nom de Patra du 3e, 2e siècle avant notre ère, et d'autres patras encore plus anciennes, de forme carénée, comme celle de Godavaya. Donc, cela signifie que sur ce site de Kuchaveli, à un endroit que nous n'avons pas encore localisé, se trouverait très certainement un établissement plus ancien. C'est le cas où l'été que nous avons trouvé dans les mêmes couches du site. Sur le plan des relations de Kuchaveli avec l'étranger, le site était très intéressant pour des contacts multiples et lointains. Ici, des pièces romaines tardives ou imitations. Elles étaient très corrodées, donc il est difficile de dire si elles étaient des pièces originelles ou des pièces imitées. De la céramique torpedo qui proviendrait de Mésopotamie, de la céramique red polished ware, donc qui est produite au Gujarat et que l'on trouve aussi sur la côte arabique, qui est aussi une céramique tardive, mais qui montre des contacts avec l'Inde et peut-être même avec l'Arabie. Et la céramique chinoise, ici beaucoup plus tardive, 14e et 18e siècle. Les perles de verre ont elles aussi été analysées. Vous voyez ici une perle jaune au plomb qui témoigne de sa fabrication très probablement en Chine ou au Japon au 6e, 7e siècle. Ici, une perle au cobalt qui serait plutôt originaire de Thaïlande, où l'on trouve cet élément, où on trouve ce type de composition chimique. Et des perles de verre opaque typiques soit d'Inde du Sud, soit d'Asie du Sud-Est. Le site de Kuchaveli est donc intéressant pour ses liens avec l'Inde du Nord-Est, notamment par la céramique roulée, l'Inde de l'Ouest avec la céramique red polished ware, les liens avec la Mésopotamie, qui sont apparents avec la torpedoja, les pièces romaines qui montrent les connexions avec l'Ouest, la Thaïlande avec les verres au cobalt et la Chine ou le Japon avec les verres au plomb. Ces deux sites de la côte Est et de la côte Sud-Est de Sri Lanka sont donc particulièrement intéressants pour les contacts de l'île au niveau régional avec l'Inde et plus tard au niveau international. Ici, nous avons une carte qui montre les routes maritimes mentionnées dans le périple de la mer Érythrée, donc ce texte du 1er siècle de notre ère qui montre les routes directes qui partaient d'Arabie ou d'Afrique pour arriver en Inde du Nord, en Inde de l'Ouest et en Inde du Sud. Les contacts avec Sri Lanka se faisant le reste de l'année entre l'Inde et Sri Lanka. Mais donc l'Inde était un intermédiaire pour ces contacts internationaux dans lesquels Sri Lanka était pleinement intégré. Le même texte mentionne les exports de Sri Lanka. Donc ici, ce sont les imports et les exports cumulés qui sont mentionnés dans ce texte. Barigaza, qui est un port de l'Inde du Nord-Ouest, et le port qui a la plus grande diversité de biens mentionnés dans le texte. Et Sri Lanka apparaît notamment pour ses exports
de coquilles de tortue, de pierres précieuses. Et il se trouve inséré dans un grand réseau dans lequel d'autres sites au 1er siècle de notre ère sont mentionnés comme exportant une plus grande variété de biens, mais il est pris dans un réseau extrêmement complexe et extrêmement dense d'échanges avec la côte africaine ici, l'Inde ici, l'Inde du Sud-Est et toute la côte ouest de l'Inde, l'Arabie que l'on trouve ici et le golfe Persique qui est représenté par ces deux sites ici. Plutôt que ces routes très simples et directes qui sont explicites dans le texte, si l'on reconstitue les réseaux qui sont implicites, on aboutit plutôt à une carte de ce type, donc avec des échanges vraiment très importants avec la côte ouest de l'Inde, des échanges très importants entre l'Est et l'Ouest de la côte, et également avec Sri Lanka. Ici, la même montre les échanges, mais cette fois-ci à partir d'un relevé de toutes les sources archéologiques qui indiquent des réseaux extrêmement complexes, un petit peu différents, qui mettent en valeur les contacts de l'Inde et de Sri Lanka avec le golfe Persique, avec la côte arabique et avec la côte africaine, notamment le site de Berenike qui est très riche et qui a livré énormément de matériel, et notamment de matériel indien, et qui donc apparaît comme un site fondamental de contact avec l'Inde et avec Sri Lanka. Je vous remercie.